Tu as commencé ta carrière, aux éditions Delpire. Est-ce que, tu peux nous raconter un peu comment tu en es venue à t'intéresser déjà à l'édition photo et comment tu as rejoint l'équipe, de Robert Delpire? Et bah, écoute, moi j'ai fait des études d'art plastique et de sciences de l'art à la Sorbonne. Quand j'ai commencé ces études, j'avais pas d'intérêt particulier pour la photo. C'était un médium que je connaissais pas bien. Et puis, une année par curiosité, j'ai pris un cours de photo, mais qui était un cours, pratique, tu vois? Où on avait du labo et cetera. J'avais un prof qui était très bien. Et c'est à ce moment-là que j'ai vraiment commencé à m'y intéresser, à aller voir beaucoup d'expositions, à regarder beaucoup de livres et cetera, tu vois? Donc je sais pas, je devais avoir, 19-20 ans à peu près. Et je suis tombée dedans d'un coup. En fait, je suis tombée dedans. Je l'ai déjà raconté cette histoire, mais c'est d'une banalité crasse. En fait, je suis allée voir les Américains de Robert Frank à la Mep et ça m'a complètement, bouleversée. Je connaissais pas du tout, hein, je savais pas. J'y étais allée surtout parce que j'avais vu qu'il avait fait un livre avec un texte de Jack Kerouac et bon, comme tous les adolescents, voilà, j'avais eu ma grande période de lectrice de Jack Kerouac et heu et l'expo m'a totalement bouleversée. C'est-à-dire que je ne pensais pas qu'on pouvait faire ça avec de la photographie. Pour moi, jusqu'ici, la photographie, c'était un rapport très fort au réel, c'était des documents, tu vois, c'était plutôt des témoignages et de voir ce travail qui était quelque chose de complètement différent, qui était un langage extrêmement particulier avec, quelque chose qui était plus de l'ordre de transcrire aussi des états émotionnels, que ce soit du photographe comme du monde auquel il est confronté et cetera, ça m'a sidérée, si tu veux, quelque part. Et à partir de là, je suis vraiment rentrée dans la photographie, je me suis vraiment intéressée à ce que c'était et donc, entre autres choses, aux livres de photos. Et quand j'ai fini mes études, j'ai décidé que je voulais travailler dans l'édition de livres photos. À l'époque, il y avait absolument pas, alors que ça existe aujourd'hui, de formation, au métier de l'édition, en tout cas, à l'université. Et je me suis dit: «Bah, quitte à travailler pour un éditeur, moi j'aimerais bien travailler pour Robert Delpire» parce que, bah, j'avais vu les livres de Robert Delpire et je trouvais quand même que c'était un très grand éditeur. Puis bon, j'avais lu des choses sur lui et cetera et je ne connaissais personne dans le milieu de la photo. Je connaissais pas particulièrement de photographes, de gens dans des institutions, voilà, je connaissais personne et j'ai cherché du boulot pendant 1 an avant d'en trouver et pendant 1 an, une fois par mois, j'ai religieusement envoyé une candidature spontanée aux éditions Delpire. Et au bout d'un an, j'ai reçu un coup de fil. En fait, la personne qui était l'assistante de Bob, allait partir. Bah, mon CV, à force de le recevoir, ils étaient un petit peu curieux. Ils m'ont donné rendez-vous. J'ai eu un entretien, d'abord avec la personne qui gérait l'entreprise et puis ensuite j'ai eu, un assez bref entretien avec Robert Delpire qui était quand même, un peu impressionnant et un peu intimidant, tu vois? Moi, j'avais 25 ans, il en avait 75, c'était un grand éditeur, c'est pas du tout quelqu'un de désagréable, mais enfin, il était quand même assez sérieux et je sais pas, je crois qu'on s'est plu, en fait, quand on s'est rencontrés et j'ai commencé à travailler, comme ça, dans la maison d'édition et ce qui a été absolument formidable pour moi, c'est que les éditions Delpire, c'était une toute petite structure. On était très peu nombreux. Il y avait, 3 graphistes, une gérante, une icono, une personne qui était pas forcément là tout le temps, mais qui s'occupait de la partie plus commerciale et moi qui étais, bah, au départ, assistante. Tu vois? Assistante, tu peux mettre un peu tout et n'importe quoi, comme mission dans ce qualificatif. Et ce qui s'est passé, ben, c'est que forcément, dès le départ, ça a demandé beaucoup de polyvalence. Donc moi, déjà, j'ai quand même commencé, je pense que la première semaine, j'ai rencontré Joseph Koudelka, j'ai rencontré, Marc Ribou, j'ai eu Henri Cartier-Bresson au téléphone et cetera. Donc bon, c'était quand même un début, tu vois, un peu excitant et puis, si tu veux, Robert Delpire, je pense qu'il avait un vrai talent pour bien s'entourer et pour mettre à profit les compétences des gens qui travaillaient avec lui.
J'ai commencé par faire, d'abord, des choses, d'assistante, un peu administrative et cetera. Et puis, au fur et à mesure, comme il a vu que j'aimais bien écrire, j'ai commencé à faire de la préparation de copie, des quatrièmes de couverture, à rédiger les dossiers de presse. Et puis comme on s'entendait très bien quand il travaillait sur les maquettes, quand il travaillait à la conception des livres, souvent j'étais avec lui. Donc j'ai d'abord alors c'était pas quelqu'un, il m'expliquait pas ce qu'il était en train de faire. Il était très silencieux, il cherchait pas du tout à être pédagogue, tu vois? Quand j'étais avec lui. Donc moi j'ai d'abord app j'ai appris, compris comment ça se construisait en fait en observant, tu vois? Et puis en discutant avec les photographes parce que la structure avait une dimension très, très familiale. Les photographes avec lesquels on travaillait, même si on n'était pas forcément en train de travailler avec eux sur un projet, ils débarquaient à n'importe quelle heure pour déjeuner, pour boire un café, pour parler d'un projet, juste parce qu'ils étaient dans le coin pour venir discuter. Donc c'était super enrichissant. Et on travaillait à la fois sur des livres et à la fois aussi sur des expositions, puisque Robert Delpire était aussi commissaire souvent pour des gros projets d'exposition. Donc, ça a été extrêmement formateur. Et puis petit à petit, les années passant, forcément, je maîtrisais de plus en plus de choses. Il me laissait de plus en plus de responsabilités aussi au sein de la structure. Petit à petit, j'ai intégré plein de choses, j'ai appris plein de choses. J'ai appris à la fois plein de choses sur l'édition, mais aussi plein de choses sur la photographie parce qu'on s'occupait, il y avait les publications d'Elpire, mais il y avait la collection Photopoche pour laquelle je m'occupais vraiment de toute la coordination éditoriale. Et la collection Photopoche, c'est quand même une collection historique. Donc moi, quand je suis arrivée, déjà, j'ai consulté tous les numéros qui avaient paru. Plus après, j'ai travaillé sur tous les numéros qu'on a publiés. Je sais pas, je crois que sur la période où je suis restée, j'ai dû travailler sur, je sais pas, 120, 140 titres à peu près. Donc j'apprenais aussi énormément de choses parce que c'était des ouvrages qui avaient aussi une vocation pédagogique. Donc au début, j'ai beaucoup appris. Et puis bon, petit à petit, après, je participais de plus en plus à la conception, au contenu, à avoir un avis, etc. Bon, même si évidemment c'était Robert Delpire, le maître des lieux, mais ça a été une expérience extrêmement formatrice et très, très enrichissante. Il y a 10 ans, hein, tout juste, tu rejoins la Galerie Vue que tu diriges. Mais finalement, tu n'as jamais cessé de collaborer à la réalisation d'ouvrages photographiques. Et aujourd'hui, tu lances ta propre maison d'édition. Est-ce que tu peux nous raconter un peu la genèse de ce projet? J'imagine que ça Bah, doit être une idée qui mûrit depuis un moment. Et qu'est-ce qui fait qu'on saute le pas? c'est une idée qui mûrit depuis très longtemps. En fait, depuis que je travaille chez Vue, si tu veux, d'abord, les photographes que je représente à la galerie, pour certains, je les conseille, je les accompagne un peu tu vois, parce que bon, il y a toute la partie editing, accompagnement sur les projets d'édition, etc. Elle peut être aussi un peu transversale avec l'idée des projets d'édition. Comme ils savent que j'ai travaillé dans l'édition et que j'aime faire ça, souvent, ils me demandent de travailler un peu avec eux sur des projets. Donc, ça peut être juste des choses très à la racine, ou parfois, après, où je suis aussi sollicitée pour faire véritablement la conception du livre pour eux, ou parfois avec aussi, je travaille avec des photographes que je ne représente pas, qui sont des amis, qui sont des gens avec qui j'ai eu des bonnes relations de travail, qui viennent me consulter. Et donc, j'ai continué à faire ça pendant des années, avec un peu toujours l'envie quand même de pouvoir faire quelque chose à moi, enfin, tu vois, de pouvoir avoir ma structure et ma maison d'édition à moi. Bon, sauf que, comme tu le sais, l'édition photo, c'est quelque chose de complexe et d'un peu précaire et de difficile à financer. Je sais qu'une des premières phrases que m'a dit Robert Delpire le jour où j'ai pris mon poste, il m'a dit: «Tu sais, dans la vie, il y a 2 moyens de perdre de l'argent. Soit tu entretiens des danseuses, soit tu fais des livres. Moi, je fais des livres». Et il avait pas tort. Donc c'est vrai que l'économie du livre, enfin du livre photo en particulier, elle est très compliquée. Je veux dire, il y a un public qui achète des livres photos qui est quand même assez réduit. C'est des livres qui sont extrêmement chers à fabriquer. Donc il y a une rentabilité qui est pas forcément, qui est pas forcément au rendez-vous.
Mais bon, c'est quelque chose qui restait quand même très présent dans mon esprit. Et puis, ces dernières années, j'ai travaillé sur plusieurs projets avec David Fourré, qui dirige les éditions La Main Donne, qui est un formidable éditeur, qui fait des projets d'édition absolument, absolument formidables. J'adore sa façon de travailler. J'adore la... On partage, David et moi, une, une façon de travailler avec les photographes. Une façon de travailler avec les photographes et avec leur travail. On a un peu les mêmes relations au travail des photographes et avec les photographes. Je pense qu'on a aussi quand même des goûts en commun. Donc, on a travaillé sur plusieurs projets ensemble. Parfois, mon apport a été relativement minime, parfois beaucoup plus. Tu vois, avec le livre d'Yves Trémorin, en fait, c'est moi qui avais proposé à David. J'avais eu l'idée du livre en travaillant avec Yves et c'est moi qui ai proposé à David de le publier. Et donc, bon, là, c'est certainement celui sur lequel on a travaillé le plus ensemble. Et puis, bon, bah, David, en plus d'être un éditeur formidable, est aussi un type formidable. Donc, voilà, j'ai discuté avec lui de mon envie de monter ma propre structure d'édition. Et en fait, il m'a énormément encouragée à le faire en me disant, mais écoute, tu sais faire des livres, les photographes te font confiance, tu sais comment fonctionne le secteur du livre, tu sais comment est le marché, tu sais, donc il n'y a pas de raison, lance-toi. Donc on a beaucoup discuté tous les deux, il m'a donné des conseils, bon, parce que moi, entre l'époque d'Elpire et aujourd'hui, le monde de l'édition, il a aussi énormément changé. Il y a beaucoup de maisons d'édition, de structures intermédiaires qui ont fermé, il y a beaucoup plus de livres dans le même temps qui paraissent parce qu'il y a une espèce d'engouement pour le livre photo, etc. Donc on a beaucoup discuté tous les deux. Après, j'en ai discuté aussi avec des amis photographes, avec des amis éditeurs, etc. Et puis bon, voilà, ces conversations qui ont été aussi qui m'ont permis de réfléchir, d'avancer, d'échanger, d'être encouragée par tout le monde dans ce sens. On finit par me convaincre qu'à un moment donné, voilà, il fallait se lancer et que c'était peut-être aussi le bon moment pour moi pour me lancer. Donc, ça a été une décision que j'ai prise, je pense, il y a ouais, 2 ans et demi, 3 ans à peu près, quelque chose dans ces eaux-là. Alors, Axolot, c'est le nom de ta maison d'édition. Alors, c'est une espèce d'amphibien qui est assez peu connu du grand public et pourtant, il a une caractéristique absolument génialissime et étonnante, celle de pouvoir se régénérer à n'importe quelle partie de son corps. Pourquoi ce nom? Alors, pour plusieurs raisons. Pour plusieurs raisons. D'abord parce que c'est le titre d'une nouvelle de Julio Cortázar que j'adore. Et c'est une nouvelle qui, d'une certaine façon, pourrait être une forme de métaphore de ma relation à la photographie. J'essaye de résumer Cortázar, c'est jamais si simple, mais le narrateur parle à la première personne et il explique que tous les jours, il va au musée, non, pardon, au Jardin des Plantes, à l'aquarium du Jardin des Plantes pour regarder des axolotes. Et qu'il est totalement fasciné par ces animaux qui sont immobiles, qui sont derrière une vitre et qui ont un regard absolument fixe et sans paupières. Et petit à petit, à mesure qu'il vient les voir, il essaye de chercher dans les pensées des axolotes, qui sont quand même des créatures aussi presque mythologiques. Voilà, il y a quelque chose d'extrêmement énigmatique dans leur regard et dans leur attitude. Et à un moment de la nouvelle, tout bascule et il se retrouve à l'intérieur du corps d'un axolote qui regarde un homme à travers la vitre. Et si tu veux, cette question de basculement du regard, je trouve que c'est une assez belle métaphore de la photographie, c'est-à-dire de cette fascination qu'on peut éprouver pour des images fixes
pour la façon dont on peut être totalement absorbé par la contemplation de ces images, et où parfois on a le sentiment de basculer à travers la vision du photographe, plus seulement l'image, mais pas seulement de ce que le photographe a vu, mais de comment il l'a vu. Et je trouve, pour moi, ça peut être assez proche de la fascination que je peux éprouver pour la photographie. Et après, effectivement, parce que je trouve que l'axolote est quand même un animal assez fascinant. Il vit dans très peu, je veux dire, sa zone géographique de vie est très restreinte. Et il a effectivement cette faculté, et à la fois d'adapter sa croissance à ses conditions de vie. Donc, il peut rester à l'état larvaire. Donc, souvent, les axolotes qu'on voit représentés, c'est des petits axolotes tout roses assez jolis. Mais quand il peut passer au stade adulte, ça ressemble beaucoup plus à une salamandre, et c'est un animal un peu plus inquiétant. Et il a effectivement, je sais qu'il est étudié par les scientifiques parce qu'il a cette faculté de se régénérer et de se renouveler. Et je trouvais que c'était, voilà, ça incarne beaucoup de choses qui peuvent être. Et puis j'aime bien l'idée, voilà, j'aime bien l'idée que ce soit un animal étrange. Ça vient d'une langue indienne qui s'appelle le nawalt, et ça veut dire monstre d'eau. Et voilà. Donc, ma maison d'édition sera un axolote. Le monstre d'eau. Et alors, quel sera l'ADN justement éditorial pardon, et artistique de cette maison d'édition? Alors, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont de l'ordre du subjectif, mais si tu veux, je te dirais que mon rapport à l'édition, en fait, je pense que ce sera surtout ça. Ce sera finalement à l'image de mon rapport à l'édition. Je pense que éditeur, c'est un vrai métier. C'est un vrai métier de construire un livre. C'est un vrai métier de collaborer avec un photographe, de faire un editing, de construire une séquence, de déterminer un rythme, de savoir donner à voir, en fait, le travail d'un auteur. Robert Delpire citait souvent Victor Hugo, et c'est une phrase qui je trouve s'applique très très bien à l'édition photographique. Il disait que la forme, c'est le fond qui remonte à la surface. Et, euh, et je crois qu'un livre photographique, c'est ça, c'est donner forme à un projet pour que le fond remonte à la surface, c'est donner à lire, à comprendre. Et ce travail de mise en forme, il se fait à travers l'editing, à travers la séquence du livre, à travers le rythme qu'on va lui donner, à travers la mise en page, à travers le choix des papiers, des formats, des textures, des couvertures, etc. Et tout ça fait du sens. Rien n'est anodin, en fait, dans la conception d'un livre. Et moi, c'est ça qui m'intéresse, c'est qu'en fait, chaque collaboration avec un photographe est unique, chaque travail est unique. Et j'espère pouvoir donner à chacun de mes projets une forme spécifique qui soit en cohérence avec le travail de l'auteur avec lequel j'aurais décidé de collaborer. Alors justement, ton premier ouvrage, tu as choisi de le faire avec Michael Ackerman. Est-ce que tu peux nous présenter ce livre et partager un peu l'expérience de cette première réalisation, même si tout n'est pas terminé? Oui, alors, en fait, c'est assez simple. Quand j'ai décidé de créer la maison d'édition, bon, c'est bien joli, mais à partir de là, il faut quand même trouver le premier projet. Puis le premier projet, c'est pas rien, c'est un projet important, c'est un projet qui va inscrire aussi quelque chose, qui va permettre de lancer la maison d'édition. Michael, je le connais depuis, j'ai fait le calcul, je le connais depuis 23 ans. C'est un des premiers photographes avec qui j'ai travaillé quand je suis arrivée chez Delpire en 2001. On travaillait sur la maquette de fiction, et puis on a travaillé ensuite sur Half-Life. Et Michael, il fait partie. C'est quelqu'un avec qui j'ai toujours gardé une relation proche. C'est quelqu'un d'abord, bon, c'est un très grand photographe, mais c'est aussi quelqu'un de très particulier, de très attentif. Voilà, donc
c'est quelqu'un qui est toujours, enfin voilà, que j'ai revu, avec qui j'ai toujours gardé des très bonnes relations. Et il y a plusieurs années de ça, je discutais avec Michael et je lui demandais s'il avait des projets et aussi des projets livres. Et il me disait non, je sais pas, en livre, tu sais, je sais pas quoi faire. Et moi, je lui réponds, mais Michael, il faut que tu fasses un livre avec Smoke. Et Michael me dit, mais je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas comment faire un livre avec cette série. Et puis, bah, voilà, des années plus tard, arrive ce projet de maison d'édition et d'un coup, je me dis: «Mais en fait, c'est une évidence». J'avais parlé donc Michael a quand même une place importante aussi dans mon parcours professionnel, et puis j'avais parlé à Michael de faire un livre avec Smoke. Il a toujours pas fait de livre avec Smoke, et moi, j'ai une idée. Je Voilà, j'ai une idée de principe éditorial pour ce livre. Donc j'ai envoyé un message à Michael et puis on s'est appelé parce que Michael habite pas en France, donc on a fait un appel en visio et j'ai longuement expliqué à Michael mon projet, en étant aussi, voilà, avec, toutes mes envies, mais aussi en étant très honnête sur le fait que pour l'instant, c'était juste le germe d'un projet, que je savais pas comment j'allais le financer, que je savais pas, voilà, que, bah, forcément j'aurais pas, ce serait un premier projet, donc j'aurais pas non plus, une distribution, colossale et super efficace, que voilà, donc en lui montrant tout mon enthousiasme, mais en même temps en étant honnête sur, bon, tous les points qui pouvaient aussi, être, compliqués. Et puis je veux dire, Michael, il a pas f enfin, c'est un photographe qui est très connu, il peut aussi aller travailler avec des éditeurs, déjà beaucoup plus installés, et cetera. Et donc au terme d'un long monologue, pendant lequel je lui expliquais, les tenants, les aboutissants, les problématiques, et cetera, j'ai fini par m'arrêter et Michael n'est pas un garçon très loquace et il m'a juste regardé et il m'a dit: «Yes». Et à partir de là, on a commencé à travailler sur le projet. Donc je lui ai envoyé une proposition un peu de principe de maquette en lui expliquant comment j'imaginais, qu'on pouvait, articuler le livre, ce qu'on pouvait y apporter et c'est vrai qu'on a travaillé, bon, d'abord, moi, j'ai un travail à plein temps aussi, hein, donc ça implique, bah, du travail, le soir, la nuit, le week-end, et cetera. Donc on a aussi, pour des questions pratiques, ça a pris du temps, mais ça a pris du temps aussi parce que ce livre, hem, on l'a laissé mijoter pendant très longtemps, on l'a enrichi au fur et à mesure, alors, il faut peut-être quand même que je te dise de quoi de quoi il retourne d'abord. Smoke, c'est une série que Michael a réalisée, à la fin des années 90. En fait, Smoke, c'est le nom d'un groupe, on va dire de rock alternatif et Benjamin Smoke était, le chanteur de ce groupe. Il n'était pas seulement chanteur, il était aussi, poète. Et Michael l'a rencontré, donc Benjamin habitait dans un quartier, assez pauvre d'Atlanta qui s'appelle, Cabbagetown, qui était à l'époque un peu un quartier, fait de briques et de broc, avec, semble-t-il, des coins un peu dangereux, et cetera. Mais il y avait aussi des familles avec plein de gamins, dont des gamins qui passaient leur vie à bricoler des cartes, sous les fenêtres de Benjamin, dans la rue, et cetera. Et donc Michael a fait à la fois, des photos du quartier, beaucoup de photos des enfants et des photos de Benjamin qui est un personnage. Donc Benjamin est décédé depuis, et c'est, un personnage totalement fascinant. Il est d'une beauté, et d'une espèce de grâce comme ça, complètement, bon, il y a aussi évidemment la capacité de saisissement de Michael de ça, mais il y a une forme de grâce comme ça qui est complètement bouleversante et une forme de délicatesse parce que Michael, il a ça en fait, c'est le enfin, je crois que parfois il y a des gens qui peuvent un peu le caricaturer comme, des choses en noir et blanc, très contrastées, avec une approche un peu âpre, et cetera. Alors qu'en fait,
c'est bien plus délicat que ça. Et Michael, avec toute sa délicatesse, il s'est lié d'amitié avec Benjamin, et avec toute sa délicatesse, il a saisi des choses qui sont absolument magnifiques. Et en même temps, bah, on a été chercher des documents d'archives, parce que comme Benjamin écrivait ses textes et qu'il était poète, Michael a retrouvé des carnets de notes, on a des pages de notes, on a des citations, on a des extraits, on a des photos d'archives, on a des flyers, on a récupéré aussi des flyers de concerts, plein de choses. Donc le livre, moi au départ, c'était ce que je lui avais proposé, c'était qu'il soit conçu plutôt comme un scrapbook, avec quelque chose de très rythmé. On mêle plein d'éléments avec un rythme qui est très particulier, parce qu'il y a à la fois une espèce de frénésie des enfants, on sent une espèce de frénésie de Benjamin, et en même temps il y a une douceur qui est mêlée à tout ça. Et donc ça a pris du temps, parce que il y a eu le temps de rassembler les éléments, de véritablement construire la maquette, de construire une séquence qui permette de pénétrer dans cet univers. Il y a eu des bonnes surprises, parce que Patti Smith avait écrit une chanson pour Benjamin, et elle nous a fait la gentillesse de bien vouloir la manuscrire. Donc on a la chanson de Patti Smith écrite de sa main dans le livre. On a aussi un très beau texte de Jem Cohen, qui est un ami de Michael, et c'est par Jem que Michael a rencontré Benjamin. Jem, il a réalisé un très beau documentaire sur Benjamin, et il a écrit un texte qui est absolument magnifique, qui parle de de la façon dont il observe Benjamin, de leur histoire, etc. Et c'est très beau, et le texte est aussi complètement dans la rythmique du livre. On a passé beaucoup de temps tous les deux, on se connaît depuis longtemps, donc évidemment, on a déjà travaillé ensemble, etc. Donc ça a été un travail commun, avec beaucoup de connivence, tu vois, de compréhension commune. Moi, c'est un projet qui me touche énormément, et à mesure que je travaillais sur le projet, j'avais un attachement de plus en plus fort pour Benjamin, parce que je ne comprends pas comment cet homme qui avait un talent fou, qui a écrit des textes absolument magnifiques, qui a quand même été une figure du rock alternatif à Atlanta, qui a aussi été une figure queer dans les boîtes de nuit à New York, aujourd'hui est complètement oublié, alors que il y a une espèce de fulgurance comme ça chez cet homme qui est fabuleuse. Donc quelque part, si tu veux, c'est aussi un livre qui fait ressurgir à la fois un monde et un homme oublié. Et ouais, il y a quelque chose je sais pas, il y a quelque chose de très beau dans le processus de le faire. Et dans le même temps, ben, ça montre aussi tout le talent de Michael, à la fois photographique, mais à la fois dans sa relation aux autres et au monde. Il a une attention très très forte aux autres, et je pense que c'est aussi pour ça que sa photographie est aussi intense. Je pense qu'il a une capacité à saisir l'autre, pas seulement pour ce qui transparaît, mais aussi pour ce qu'il est profondément. De surcroît, absolument fascinant, c'est que ben, cette espèce de délicatesse comme ça, et de beauté, je sais pas, il a un visage totalement fascinant. Et quand il chante, on dirait un lion qui rugit. Et voilà, il y a cette espèce de paradoxe comme ça aussi qui ressort du personnage. Mais enfin voilà, je suis très heureuse, très très heureuse d'avoir travaillé sur ce livre, et puis d'avoir avec Michael sorti ce projet qui est, tu vois, un projet qui a quand même à peu près 25 ans, Ouais. et de l'avoir fait renaître aussi. C'est toujours intéressant, parfois les archives des photographes. Au bout d'un certain temps, on arrive parfois aussi, tu vois, c'est un peu ce qui s'était passé avec Yves Trémorin. Des fois, aller rechercher des choses dans les archives des auteurs, même si
Michael avait montré des images qui sont dans le livre, mais il y a plein de choses qui sont inédites parce qu'il est aussi allé rechercher des photos, revoir ses planches contact, revoir ses films, etc. Mais je trouve que c'est hyper enrichissant d'aller chercher dans les archives des photographes. Il peut se passer des fois des très très belles choses. Alors j'imagine que tu as dû être accompagné hein, pour toute la phase de photogravure, pour l'impression. Est-ce que c'est des contacts que tu avais déjà? L'avantage de travailler dans la photo, d'avoir plein d'amis photographes et d'avoir plein d'amis éditeurs, c'est que tu n'as pas beaucoup besoin de chercher pour trouver les bons interlocuteurs, tu vois. Donc, je veux dire, mon photograveur qui s'appelle Jenny Gay, qui vit à Barcelone, m'a été conseillé par Israël Arignaud, qui est un photographe que je représente, mais qui est aussi éditeur et qui publie des livres avec Montse Puig aux Ediciones Anomalas, qui sont des livres absolument sublimes. Et étant donné la qualité de la photogravure de ces livres, quand il m'a conseillé son photograveur, évidemment, voilà, c'était une évidence que je pouvais lui faire confiance. Sur des questions de fabrication, d'abord au moment, tu vois, sur des choses un peu techniques aussi, au moment de la production des fichiers, etc., bah, j'ai pu rappeler mon ancien collègue graphiste qui faisait le suivi de fabrication de chez Delpire, qui m'a dénoué deux, trois petits problèmes auxquels je me heurtais. L'imprimeur, c'est une amie photographe Patricia Morosan, une amie éditrice, Céline Pévrier chez Sunsun, qui me l'ont recommandé. Donc voilà, après, c'est aussi toi, tu vois ce que font les autres, tu t'intéresses à ce que font les autres, tu vois la qualité de leur travail, tu les interroges sur les relations qu'ils ont pu avoir avec les différents intervenants avec lesquels ils ont collaboré. Et voilà, si tu veux, enfin, c'est ce que me disait David au départ, c'est l'avantage de connaître aussi bien les gens, le métier, etc. Bah, du coup, tu peux, je veux dire, et puis enfin, c'est aussi bénéficier bah, de soutien des gens avec lesquels on travaille, on échange, etc. Et je pense ouais, il y a une forme de solidarité. Enfin, c'était aussi, c'était quand même vraiment bien. Enfin, que ce soit mon compagnon qui est photographe, mes amis photographes, voilà. J'ai reçu le soutien de plein de gens, que ce soit juste du soutien, des encouragements ou pour des questions, pour pouvoir régler des questions pratiques, etc. Donc, je dirais, un livre, c'est toujours, je veux dire, c'est un travail entre un éditeur et un photographe, mais c'est aussi toujours un travail d'équipe. C'est quelque chose qui se fait aussi, dire moi j'ai besoin des compétences d'un très bon photograveur, voilà, j'ai besoin d'un imprimeur derrière, en qui je puisse faire confiance, etc. Donc il y a aussi cette notion il y a quelque chose de très collectif aussi qui intervient dans le projet. Comment tu as financé ce premier ouvrage? Parce qu'en plus, entre le moment où tu as décidé de monter cette maison d'édition et aujourd'hui, où là tu es en plein cœur d'impression, les tarifs d'impression ont quand même pas mal flambé. Donc voilà, comment tu as fait face à ça pour financer ce premier ouvrage? Et puis comment est-ce que tu prévois, c'est peut-être Et un peu d'en parler, de produire les prochains? je crois que ce projet a été placé sous les meilleurs auspices dès le départ. Parce que quand je l'ai initié, je ne savais pas forcément complètement comment j'allais le financer. Donc j'avais réfléchi à des gens que j'allais solliciter, à éventuellement, faire, tu vois, une espèce de kiss-kiss ou un truc comme ça, et cetera. Ce que j'avais pas forcément envie de faire, mais bon, moi, j'avais pas les fonds propres pour pouvoir le produire. Et puis, bah, avant même que j'entame ces démarches-là, j'en ai parlé voilà, à quelques personnes autour de moi et j'en ai parlé à une amie, voilà, de mon projet, en lui parlant du livre de Michael, et cetera, sur lequel on allait commencer à travailler tous les deux. Et puis, quelques jours après, elle m'a appelée, elle m'a dit: «Écoute», et je m'y attendais pas du tout parce que je l'avais absolument pas sollicité pour des questions financières. C'était pas du tout mon intention. Et elle m'a dit: «Voilà, écoute, j'ai parlé de ton projet avec mon mari
Et en fait, ça fait longtemps qu'il a envie de soutenir des projets culturels et moi aussi. Donc on va t'avancer l'argent dont tu as besoin pour la production. Voilà. Donc si tu j'ai même pas, j'ai pas eu besoin de démarcher, de demander, de chercher plus loin. J'ai eu, tu vois, cette chance et puis cette confiance quand même parce que bon, voilà, c'est quand même des sommes qui sont importantes. Donc bah, si tu veux, la question s'est réglée, quasi toute seule. Bon, ce qui ne veut pas dire j'ai pris des engagements, il va falloir que je puisse bien évidemment rembourser, l'avance qu'on m'a faite. Mais voilà, donc je te dis, je pense que tous les astres étaient alignés pour que les choses, se passent le mieux possible. C'est assez magique, hein, finalement, hein. Et pour la suite, est-ce que tu as justement pensé à un système pour pouvoir produire les futurs, justement, avec l'aide de soit de campagnes de financement participatif, Je de pense qu'à pré-vente je pense qu'à certains moments, là, le livre, je vais faire une prévente je vais faire une souscription avant de le lancer, officiellement, à un tarif, un petit peu préférentiel, voilà, pour ces 2 mois qui précéderont le lancement officiel et l'arrivée du livre, la distribution et cetera. Donc déjà, je serais contente si j'arrive à l'amortir, ce sera déjà bien. Si j'arrive à avoir une petite marge dessus, si tu veux, l'idée, c'est absolument pas de me rémunérer. L'idée, c'est juste d'essayer d'avoir un minimum de fonds de roulement pour pouvoir, financer un livre sur l'autre ou pour le moins une partie du prochain projet. Je veux dire après, si tu veux, les projets n'auront pas forcément tous, la même ampleur ou la même complexité de fabrication et cetera. Là, celui-ci, a quand même une conception qui est assez complexe, donc aussi un prix de fabrication qui est conséquent, parce que le livre nécessitait, cette conception, cette reliure, enfin bon, il y a plein d'éléments, ça, il faudra le voir quand le livre sera sorti, mais il y a des éléments constitutifs de la structure du livre, qui étaient nécessaires, mais qui font que, bon, bah, évidemment, ça implique un budget qui est un peu important. Ce ne sera pas forcément ça, pour tous les livres, parce qu'il y a des livres qui peuvent aussi nécessiter des conceptions, beaucoup plus simples. Heu et puis oui, bah, évidemment, à un moment donné, je pense que je n'aurai pas toujours, une bonne étoile, qui viendra pour chacun de mes projets. Donc il va falloir aussi aller chercher des aides, aller chercher des financements, éventuellement peut-être voir aussi, travailler sur des projets, qui soient, peut-être des projets qui soient un peu des projets de commande qui permettront de financer des projets plus personnels. Donc bon, ça va se construire petit à petit. Je reste dans l'idée d'une petite structure avec, je sais pas, 2 livres, maximum par an, donc il va falloir trouver un peu le rythme pour la suite. J'ai déjà des ébauches de projets, un projet qui est un petit peu engagé, d'autres choses que j'ai en tête parce que bon, tu penses bien que, voilà, quand tu commences après tu as voilà, tu énormément de choses que tu as envie de faire, énormément de gens, avec lesquels j'ai envie de travailler. Donc là, bon, on va déjà, s'occuper de finaliser celui-là. Bon là, il est imprimé, on attend qu'il soit relié. Et puis après, il va falloir s'occuper de son lancement, de sa distribution et cetera. Mais oui, j'ai déjà plein de projets, plein d'envies pour la suite. Alors, tu en parlais tout à l'heure un petit peu, hein, du fait qu'il y ait de plus en plus de livres photos qui sortent chaque année. Il y a aussi de plus en plus de maisons d'édition. Est-ce que ça sature pas un marché qui est déjà un peu tendu? Comment toi, tu vois l'évolution du marché photo dans les années à venir? Écoute, c'est vrai que enfin moi j'ai vu un peu,
la fin d'une période dans l'édition photo. Tu vois, moi, quand je travaillais chez Delpire, on faisait des livres qu'on imprimait à 3 000 à 4 000 exemplaires. Après, effectivement, il y a une forme d'engouement qui pourrait aussi s'apparenter à de la boulimie. Il y a de la spéculation qui est arrivée sur les livres, hein, ce qui n'existait pas véritablement avant. Enfin, je veux dire, moi, quand j'ai commencé à travailler dans l'édition, oui, si tu cherchais l'édition originale des Américains, elle était à un prix conséquent, mais pas le livre qui est sorti il y a 2 ans et qui est épuisé et que tu commences déjà à trouver à des prix totalement prohibitifs si tu veux, si tu veux le trouver une fois qu'il est plus disponible en librairie. Après, je pense il y a aussi beaucoup de livres qui ne devraient pas sortir. Alors bon, c'est peut-être un peu facile de dire ça, mais si tu veux, pour beaucoup travailler avec les photographes, je sais bah, l'envie qu'ils ont de faire exister leur travail. Euh, et donc l'envie qu'ils ont souvent de faire des livres. Mais je pense que c'est important de réfléchir à pourquoi on fait un livre. Est-ce qu'un travail a vraiment besoin d'exister sous forme de livre? Est-ce qu'il est suffisamment prêt pour en faire un livre? Est-ce qu'on a un projet de livre qui tient suffisamment la route pour exister? Quelque chose va finir par se réguler. Parce qu'il va y avoir aussi peut-être une lassitude de cette espèce de surconsommation. Enfin, moi, je trouve ça parfois un peu triste de voir que la durée de vie des livres, elle est très, très. Enfin, la durée de présence, de visibilité des livres, elle est très, très courte. Et c'est dommage parce qu'on peut aussi parfois passer à côté de très bons livres parce que ben, si on va en librairie, quasi d'un mois sur l'autre, j'exagère, mais pas loin, les choses disparaissent. Mais d'un autre côté, il y a aussi des libraires qui font un super travail pour défendre le livre photo. Il y a quand même, enfin, en France, on a la chance d'avoir beaucoup de librairies qui soit sont uniquement spécialisées en photo, soit ont des vrais rayons de photos. Tu vois, je te parlais de l'Espagne. Moi qui travaille avec beaucoup de photographes espagnols, en Espagne, il n'y a pas une seule librairie spécialisée photo qui existe. Il n'y en a pas une seule. C'est-à-dire que les gens achètent essentiellement les livres en ligne sans les voir. Donc nous, on a quand même la chance d'avoir derrière toute une structure, un ensemble de libraires qui font un vrai travail de fond, qui font un vrai travail de sélection, qui ont une connaissance et un amour du livre photo et qui font un travail qui est formidable aussi. Et ça, je pense que c'est précieux, c'est une vraie chance. Clairement. On va terminer sur une question un peu, enfin, c'est un conseil plutôt. Quels sont pour toi les 3 ouvrages photos à avoir nécessairement dans sa bibliothèque? Ça, c'est la question piège. Je peux pas te dire qu'il en faut que 3. C'est impossible. Et puis, je peux t'en dire aujourd'hui, je te dirai pas, je te, je te dirai pas les mêmes livres, je te dirai pas les mêmes livres la semaine prochaine. Je sais pas, si tu veux, je te citerai plutôt des livres qui, pour moi, sont un peu des espèces d'exemples de projets éditoriaux, de façon de travailler. Tu vois, je te dirais, bon, bah, un livre Delpire, parce que forcément. Euh, je dirais Exil de Koudelka, qui est un grand livre sur une série sublime de Joseph, et qui est un travail euh, très fort d'intelligence commune, de collaboration entre Robert Delpire et Koudelka, qui ont quand même travaillé sur beaucoup de grands projets éditoriaux et avec un niveau d'exigence et de l'un et de l'autre. Je ne sais pas lequel était le plus exigeant des deux, mais qui est assez paroxystique. Et pour moi, c'est vraiment un exemple très très fort de ce que peut être un vrai travail de collaboration éditoriale c'est du vrai temps passé, c'est vraiment de la réflexion, c'est énormément d'échanges. Je sais que
dans le catalogue de l'exposition Iconard, il y a une lettre de Bob à Joseph. Je crois qu'il lui parle de gitan et c'est une lettre manuscrite. Et à la fin de la lettre, il lui dit je ne pourrais pas faire de meilleur livre, donc il faut qu'on s'arrête là. Il faut que tu acceptes qu'on s'arrête là. Donc c'est dire tout le travail et toute la réflexion, tout le temps que ça a pris. Et voilà, donc ça, je pense que c'est un exemple important. Moi, je sais qu'il y a un livre qui m'a énormément plu dans les parutions de ces dernières années, c'est Day Sleepers. Je ne sais pas si tu vois ce livre qui est paru aux éditions Mac, qui est un livre qui a été conçu par Sam Contis, qui est photographe, et qui a été explorer les archives de Dorothée Allen. Je ne sais plus pendant combien d'années elle a été explorer les archives de Dorothée Allen qui sont colossales. Et elle en a tiré un corpus d'images absolument magnifique avec un vrai fil conducteur donc autour de cette question des day sleepers. C'était les gens qui travaillaient de nuit et qui mettaient sur la chambre un petit carton avec des sleepers pour dire que le jour ils dormaient et qu'il fallait pas les déranger. Et elle en a tiré un corpus et une construction de livre qui est absolument magnifique, qui permet de découvrir et d'envisager le travail de Lange sous un axe complètement différent. L'ouvrage en lui-même a une forme qui est extrêmement simple. La maquette est très belle, mais c'est un petit livre tout simple, pas du tout sophistiqué dans sa fabrication, mais qui va justement très bien avec le propos. Et je pense que ça aussi, c'est un très bon exemple de ce que peut être le travail d'édition. C'est-à-dire que là, c'est travailler avec des archives, consacrer énormément de temps à les explorer, tirer un fil qui soit à la fois esthétique, mais qui fasse du sens, amener à considérer l'œuvre d'un photographe sous un autre angle que l'angle attendu. Et je trouve que c'est un projet qui est magnifique. C'est un très, très beau livre. Et puis, je ne sais pas que te dire d'autre. Les livres importants, moi, je vais parler des éditeurs. Des éditeurs que j'aime, qui travaillent maintenant et qu'il faut soutenir maintenant. Je te dirais, alors, c'est aussi des amis, mais c'est des gens pour qui j'ai le plus grand respect pour la qualité de leur production éditoriale. C'est ce que fait David Fourré aux éditions La Main d'Onne, qui est juste un éditeur absolument merveilleux. Là, je suis ravie parce qu'il a eu le Nadar, il a eu le Nadar récemment. C'est ce que font Montse Puig et Israël Arigno chez Ediciones Anomalas, qui est aussi une maison d'édition qui a une production qui est complètement différente, mais une maison d'édition où chaque livre, comme pour David, et ce que je te disais au début, la conception de chaque livre est en cohérence complète avec le travail du photographe. Tout est réfléchi, tout est mesuré, tout est fait pour vraiment comprendre la lecture du travail du photographe. Il y a une qualité de fabrication qui est géniale. Il y a les éditions Sunsun aussi, Céline Pévrier qui fait un travail très beau. Voilà, je pense que c'est aussi important d'avoir dans sa bibliothèque pas seulement des livres qui soient des grandes références dans l'histoire de l'édition photographique. Ça, je veux dire, on les connaît, les livres importants de l'histoire de l'édition, mais je pense aussi que c'est important d'avoir les très beaux livres qui existent, qui sortent maintenant, parce que ça permet de soutenir des éditeurs et des photographes qui sont en activité. Et puis des gens qui sont vraiment complètement, enfin qui sont très très engagés dans leur activité d'édition, et qui sont qui ont une grande, je pense une grande honnêteté, qui sont une vraie éthique aussi du métier d'éditeur, et qui sont des vrais passionnés. Merci Caroline. En tout cas, je te souhaite tout le succès pour la sortie de ce premier ouvrage et de tous les autres.
Merci.